40 ans, qu'est-ce que c'est le temps? Le temps passe, il n'y a rien derrière, il n'y a rien devant. Donc voilà, le temps, c'est l'instant. Ils vont couper. Le vol libre s'est développé par cette espèce de mouvement en fait, de liberté. On était au sommet de la montagne, on avait moyen de partir du sommet de la montagne d'une autre manière en fait. Hein. Ça faisait envie. Ça faisait envie. Puis on volait, on côtoyait les oiseaux. Voilà, c'était un vieux rêve. Le rêve d'Icare, hein, Ouais. pouvoir voler par exemple. Hein. Ouais, et puis on était libre. Et nous, on l'a fait. ouais. Ça s'appelait le vol libre, moi, c'était pas pour rien. Cette notion de liberté, en fait, c'est quand on était en l'air, on quitte un monde. On va dans les mêmes endroits que les aigles, on a les mêmes parcours, on fait des distances qui dépassent l'entendement. Hein. Mais on faisait pas ça pour faire les malins, hein. On faisait ça parce qu'on ramassait des telles doses d'adrénaline que c'était un plaisir qui était quand même incommensurable. On vole vraiment, on est vraiment un oiseau. Hein. Ça n'a rien à voir avec le reste où il y a un moteur, où on est assis, ça n'a rien à voir. Non, c'est fabuleux, c'était... Faire l'oiseau, c'était le rêve. Le principe du décollage à pied, c'est une ode à l'intelligence humaine quand même, parce que vous n'avez rien, vous faites un truc et ça monte, quoi. C'est quand même, c'est bluffant. C'est une époque merveilleuse, je dirais. Ça a été l'explosion d'une façon de voler autonome, c'est-à-dire qu'on se sert uniquement des courants ascendants. C'est le soleil qui est notre moteur. Le volant thermique, c'est extraordinaire, c'est vraiment, c'est merveilleux, quoi. Ça devrait être permanent. C'est extraordinaire. Je pense que ce qu'on éprouve d'abord, c'est une sensation de plénitude, de bien-être. Vous maîtrisez à la fois votre engin et vous avez l'impression, je dis bien l'impression, de maîtriser les éléments. Le Delta décollage à pied est arrivé en France par l'intermédiaire du ski nautique. Parce qu'en 1964, si j'ai bonne mémoire, ont eu lieu les championnats du monde à Vichy et les Australiens à cette époque donc, faisaient du cerf-volant tracté derrière les bateaux. Et il y avait un nommé Bernard Danis qui participait donc au championnat du monde de Vichy, qui a découvert cette activité, qu'il a suivi ensuite, parce qu'après avoir été tracté par les bateaux, ils ont découvert tout simplement qu'on pouvait décoller d'une hauteur en courant simplement avec le cerf-volant sur la tête. Et donc il en a fait une activité de pionnier à l'époque. Et en 1973, il a, on va dire, inauguré différents sites en France, comme le Pic du Midi dans les Pyrénées, le Puy-de-Dôme en Auvergne. En fait, c'est Danis, donc 73, d'après ce que j'ai compris. C'est Danis qui nous a qui venait avec qui venait voler et qui venait bien sûr avec des ailes sur son toit et qui vendait. Oui, C'était un vendeur en fait. Oui. Mais enfin, il fallait quand même oser faire ce qu'il avait fait. Hein. On a débuté, il n'y avait pas d'instructeur, il n'y avait rien. Alors le premier cours, je me suis installé sous l'appareil et Roger m'a dit cours, pousse. J'ai couru, j'ai poussé et j'ai décroché. Boum. Premier vol, 2 mètres, terminé, à plat ventre. On a coutume de dire en plaisantant qu'à l'époque, les 3 consignes que donnaient les moniteurs ou pas moniteurs, il y avait tire, pousse, panique pas. C'est les seules consignes qu'on pouvait avoir. Tout dépend. Bon, maintenant, ça s'est arrangé. On a des contraintes aériennes maintenant qu'on n'avait pas à l'époque non plus. Mais on doit beaucoup aux pionniers. Il faut rester très humble. On n'avait personne, parce qu'il avait des appareils, il avait un club européen des hommes oiseaux, oui. Mais personne ne pouvait nous apprendre, il n'y a pas un qui nous... Et moi donc, j'avais ma trouille qui me tenait par la main, moi. C'était plutôt une activité de casse-cou à l'époque, des pionniers qui n'avaient aucune notion de l'aérologie.
week-end à Combe-Grasse, là, où on commençait quand même à bien voler, mais toujours en ligne droite, hein, mon père a pris une pompe et il a fait un 360, ça a été arrosé au champagne. Aucun faisait un 360. Faire un 360, personne ne savait le faire. C'était du tout droit, quoi. C'était du tout droit. Et le but après à atteindre, c'était le Puy-de-Dôme, quoi. Printemps 74, c'était les premiers Auvergnats qui décollaient du sommet du Puy-de-Dôme. Ils étaient 5. On était 5. Donc André Bell, Toto Bell, Pierre Genetti, Jean-Michel Rosier, Claude Genetti et Duvernay. Et on est donc un samedi matin, côté ouest. Toto Bell est parti le premier, mais là on laissait du temps, c'est-à-dire qu'on regardait la personne voler jusqu'au bout, s'il allait bien aller jusqu'au bout. Le deuxième, c'est mon père qui est parti. Le troisième, c'est Jean-Michel. Et puis le temps passait, le vent forcissait. J'étais fou, j'ai dit si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Et là je suis parti et j'ai pris une pompe au démarrage, ce qui fait que moi je voulais faire comme eux, c'est-à-dire descendre en vol plané jusqu'au champ tranquillement. Et là je suis monté. Et moi je n'ai jamais fait de 360, toujours et tout puis droit. Pas d'aérofrein ou autre, ça montait. La barre au genou, bien sûr, parce que l'appareil montait comme ça, la panique un peu. Moi je voulais descendre, je montais. Tu pouvais décrocher. Ah mais je pouvais décrocher. Ah, oui. Alors je me suis un peu éloigné du Puy-de-Dôme, et puis pour aller les rejoindre sur le champ, il fallait que je perde de l'altitude. La seule façon c'était de faire les 360. Alors à droite, je voyais le Puy-de-Dôme face à moi, oh non, je le sens pas bien, à gauche. Et comme ça j'ai louvoyé, et puis finalement à un moment j'ai fait un 360. Et une fois que je l'ai eu fait, ça y est, j'avais pigé le truc, on était fous quoi. Et finalement je suis arrivé, donc voilà. Alors, il reprend bien ce que je disais au départ. Il y avait des fous, mais enfin il faut bien qu'il y ait des fous. On était dans la lignée des années 68 en fait. C'était un peu ce qu'on appelle les babacools qu'on appellerait maintenant. Les premiers qui volaient, c'était vraiment extraordinaire parce que l'équipement était rudimentaire. Il n'y avait pas grand chose, mais bon, c'était totalement libre. En fait. Avec Toto, donc André Bell, pareil, un jour je viens au sommet, je dis ça y est, je suis prêt. Je dis moi-même, ça y est, je suis prêt. Personne ne me disait rien, puisqu'il n'y avait pas vraiment de moniteur. Donc, tu te sens prêt, eh ben vas-y. Ouais. Et mais voilà. il faut dire qu'Olivier était quand même un peu trompe-la-mort. Hein. Et t'exagères. Si. Olivier, il est d'une habileté fabuleuse, parce qu'il ne devrait plus être là, parce qu'il il craignait rien, il avait peur de rien du tout. C'était probablement le plus téméraire de toute la bande de cinglés qu'on était. Probablement le plus téméraire et aussi le plus chanceux, parce qu'il ne s'est jamais accidenté. Hein. Ouais. Le vol libre, dès l'instant où vous le pratiquez, implique une notion de risque, puisque vous êtes dans la troisième dimension. Si vous tombez, le risque est majeur, c'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de chances de vous tuer en tombant de 300 mètres ou voire plus, alors que si vous tombez de votre hauteur, il y a peu de chances. Et les vitesses également. En deltaplane, vous allez vous poser à 40 km/h, et même simplement à 40 km/h contre un caillou, vous pouvez vous tuer. Donc le risque est inhérent au vol. Il faut avoir toute sa conscience quand on est au décollage, quoi. Et quand on est en l'air et quand on atterrit, parce que il faut être présent. Il faut être présent, hein. Sinon ça marche pas. Hein. Comme toute activité sportive, il y a une technique à avoir pour se mettre en l'air. C'est pas qu'on fait pas ça comme ça, quoi. Et il faut penser que de la phase décollage à la phase atterrissage, il faut vraiment que tout notre cerveau soit là. Et souvent il y a des soucis. Principalement parce qu'à un moment donné on est déconnecté. Au début du delta, c'était un peu casse-cou. Celui-là qui démarrait comme tous ceux-là. Avec les delta plouf, qu'est-ce que tu veux? C'était vraiment des engins de casse. Ah oui, c'était un triangle, hein. C'était vraiment C'était des grosses. Et je me rappelle, Henri était un des premiers qui avait volé les pieds dans les câbles. Mais au départ, c'était debout, hein. C'était des pantins. Hein. Mais je crois qu'en 75, alors, sous réserve que ma mémoire ne me trompe pas, il me semble qu'il y avait 20 morts
et sans accident ayant nécessité hospitalisation, un truc comme ça. Enfin, c'est ce qu'on disait à l'époque, c'est ce qu'on nous avait dit à l'époque. Donc ça chauffait quand même, il fallait arrêter ça. Et un jour, un type est venu nous voir, je ne me souviens plus exactement où, mais je me souviens très bien de ce monsieur. C'était un ancien militaire, un colonel, qui était délégué par la jeunesse et les sports pour nous structurer. Et puis il vient nous voir et il nous traite de saltimbanques, de cracheurs de feu, de funambules, et que si on ne se structurait pas, il allait nous interdire. Alors la levée de bouclier, mais nous on va faire des sittings place de Jaude avec nos deltas, et vous n'allez pas nous interdire, tout colonel Fournier que vous êtes. La première fois que j'ai vu quelqu'un qui décrochait là, face à moi, l'appareil est tombé en piqué, et le gars, il s'est pédalé avec les jambes en arrière pour essayer de se redresser, mais il ne pouvait plus. Il a été jusqu'au sol. Le décrochage, c'était le piqué, ce qu'on appelait le piqué irréversible. Et il y en a beaucoup qui se sont tués. Alors donc on était vraiment inconscients. Et il y en a encore plus que nous d'ailleurs. Non, pas inconscient, il fallait en avoir envie. Ça comportait certains risques, bien sûr, mais toutes les activités comportent des risques. On manquait de connaissances, c'est sûr. Il y avait peut-être un degré d'inconscience, mais il n'en fallait pas trop. C'est comme dans toute entreprise, il faut un peu de compétence, un peu d'inconscience, et puis un peu de courage. Et puis c'est le bon mélange des trois qui fait la réussite. On ne sait pas que ça peut faire mal en fait. On l'apprend à nos dépens en disant aujourd'hui il y avait trop de vent. T'as vu Henri, il s'est cassé le scaphoïde parce qu'il a mal atterri. Mais pourquoi il a mal atterri? En fait tout ça c'était des discussions. M'excuse Henri, non mais t'as pas d'excuser, c'est vrai. Mais c'était des choses comme ça qui faisaient que on avançait, mais il n'y avait pas au préalable en disant nous on est des dingues, parce que souvent la presse elle a relaté, il faudrait qu'on ressorte des vieilles coupures de presse, qu'on aille dans les archives de la montagne. Tous les titres, c'était ces merveilleux fous volants. Je voulais faire un vol de restitution, sans turbulence, tranquille, dans de l'huile comme on dit. Et puis il s'est passé un truc que j'ai encore pas compris, mais dont je me souviens comme si ça s'était produit il y a 10 minutes. Une espèce de turbulence colossale qui m'a mis l'appareil en piqué. Et je me suis vu mourir dans 10 secondes face à ces salles, sur de l'herbe. Je n'étais pas en chute libre, mais je devais descendre au moins à 80 km/h, 70-80. C'était le drapeau, c'est ça. C'était un drapeau, ouais. On appelait ça le piqué irréversible. Puis j'avais beau gigoter dessous, il ne se passait rien du tout. Et d'un seul coup, une autre turbulence invraisemblable, qui aurait presque pu faire de moi un mystique, a fait faire un 180 degrés à mon appareil, et puis m'a dirigé vers les sapins les plus hauts du coin, là, vers ça. Et j'ai vu la terre arriver comme ça, avec effroi. J'ai rentré la tête, mis mon casque, et puis dans un bruit de tonnerre, l'aile a traversé le sapin, la chute s'est amortie relativement en douceur, enfin c'était quand même un peu violent, sur 5 ou 6 mètres. Je suis descendu de là, après je me suis mis à trembler comme une feuille, réalisant que j'avais eu chaud, quoi. J'ai raconté ça à Fournier, à ce colonel, mais je tiens à lui rendre hommage quand même parce qu'il a vraiment apporté beaucoup à ce que le vol libre est aujourd'hui. Et je lui raconte mon histoire, il dit ça c'est... Parce que je lui disais, j'ai pas fait de faute de pilotage, j'étais pas limite décrochage, j'ai pas décroché, il s'est rien passé qu'une turbulence diabolique. Il dit c'est le matériel qui est en cause, on va faire passer ces appareils à la soufflerie de Meudon, et il nous a dégoté une subvention de 400 000 francs à l'époque, à la suite de quoi ils ont trouvé le fameux système DAC qui était un peu ubulesque. Puis ensuite, très peu de temps après, il y a eu les cordes de rappel du mât au bord de fuite qui ont rendu les appareils autostables. Et on n'a plus jamais eu de problème de piqué irréversible. Après, ça a été toute une succession de gens qui fabriquaient des ailes par-ci, par-là, de plus en plus en France, puisqu'on est devenu un gros pays producteur. La Mouette, qui a été champion de France, champion d'Europe. Et avec des ailes qu'il fallait essayer. Comme des prototypes, comme on essaie un prototype, avec des ailes qu'il a fallu modifier parce que si, parce que ça, parce qu'elles étaient instables, parce qu'elles étaient... Certaines ont été très dangereuses, certaines ont fait beaucoup de dégâts. Et puis après, il y a eu des coups de génie. Et le coup de génie dans le Delta, ça a été ce qu'on appelle l'Atlas. C'est une aile qui a révolutionné tout le Delta. C'est une aile qui a été inventée dans les années 76-17 et qu'on fabrique encore en 2012. C'est probablement l'aile qui était le plus vendue au monde. C'est avec cette aile qu'on est allé jusqu'au championnat du monde à Grenoble en 79. Car il a été champion du monde par équipe avec Ben Nappé, un de mes meilleurs amis. Notre ami Ben. Et Patrick Bell, une grande figure du vol libre aussi.
Après avoir gagné les championnats du monde, elle est devenue une école. Bah ça, forcément, ça fait de l'émulation, ça fait des petits, hein. Et on a mis en l'air des centaines de gens par an. Et là, le Puy-de-Dôme est devenu un nid d'oiseaux permanent. Ça a contribué aussi à l'identité du Puy-de-Dôme, malgré tout. Nombre de cartes postales, la fibre touristique, ça a été un bon accompagnement, un bon moteur au développement du Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme était la région, était le haut lieu de croyance du vol libre à l'époque en France, dans les années 73-74. C'est le site central de la France. Voilà, on avait un dénivelé, on pouvait sauter 4 ou 5 fois dans la journée. Ouvert à tous les vents, absolument. Toutes les expositions. C'était le lieu idéal. Pour ceux qui ne connaissent pas le Puy-de-Dôme, venir là le soir, c'est jamais 2 fois la même lumière, c'est merveilleux. Quel plaisir d'être ici, quoi. On est amoureux de cette montagne, bien sûr. Ouais. On connaît chaque buisson, chaque sapin, chaque noisetier, à force de survoler, et on s'en lasse pas. Donc on avait un peu ce sentiment de découvrir un truc fabuleux, et puis qui nous procurait beaucoup de plaisir, beaucoup de c'est merveilleux de voler. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une activité, on en parle avec vigueur, avec plaisir, mais il y a des fois, c'est long, et ça, des fois on vole pas, on a attendu toute la journée et on vole pas. Et donc c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas dans la partie, nous ça fait partie du vol, qu'on vole ou qu'on vole pas, dès l'instant où on a ouvert notre aile, on attend l'instant, etc. Donc, et après si on a remballé, on est un peu frustré. Mais c'est comme ça fait partie de l'activité. Mais c'est vrai que les conjoints ou les personnes qui ne sont pas là-dedans, une fois ça va, 2 fois ça va, je pense que tous les week-ends, ça doit être un petit peu barbant. On faisait des petites fêtes, je sais pas quoi, avec machin, des fois il y avait des petits trucs. Quand on terminait du Puy-de-Dôme, quand on repartait le soir, on s'arrêtait souvent à la fond de l'arbre. Ah oui, au fond de l'arbre. On dînait là. Ou alors on allait dîner chez les uns, chez les autres, on en a fait beaucoup on se recevait énormément. On se recevait, tous les copains, enfin un groupe se recevait. Oui. Si, c'est vrai. Moi, je n'avais pas le permis, donc je ne conduisais pas, je ne montais pas les pilotes au sommet du Puy-de-Dôme. Donc du coup, j'étais condamnée à rester en bas et les attendre. Et puis voilà, mais c'est mes grands souvenirs, c'est plutôt ça. Je faisais le chauffeur, et c'est tout, des heures impossibles toujours. On rentrait, il faisait nuit, on pliait les ailes avec les phares. Enfin, nous, on attendait que ça, qu'ils pliaient bien leurs ailes. Oui, on attendait toujours. Et ça, c'était des fois un peu folklore, quoi. Donc, comme mon cher époux était toujours un peu le dernier, il parlait avec tout le monde. Pendant tout le monde pliait bien ses ailes. Et lui, il était en hop. Nous, j'ai tourné les pouces, j'attendais. Te pêche. C'est vrai, il commence à faire froid, humide. Et bon, des fois, elle dit, mais aide-moi. Et puis voilà, on essaie d'aider, mais des fois, c'était pas toujours... Non. On descendait tard. On faisait pas toujours très bien. C'est disputé. On mettait tout dans le sac, c'est tout. Quoi. Bah oui. À 13h, on était là, jusqu'à... Vous voyez à quelle heure le soleil se couche. Et on rentrait la nuit, je vous dis. Ah oui, comme c'était des vraies pipelettes, c'est pire que des bonnes femmes. Pour plier leurs ailes le soir, la nuit tombait. Et nous, on attendait. L'herbe était mouillée, on ne pouvait même plus s'asseoir. Donc on dit, dépêche. Oui. Ben non, blablabla. Oui. C'est vrai que bon. C'était très très prenant, Oui. Parce qu'on montait le Puy-de-Dôme, je ne sais pas, dans l'après-midi 4 ou 5 fois, aller-retour, puis il fallait les attendre, parce qu'il y avait la tente au sol, en bas, mais en haut. Le temps qu'ils descendent, et le temps qu'ils discutent, qu'ils montent l'aile. Ah oui. Alors on attendait pour récupérer le sac, pour remettre dans la voiture et redescendre. Alors il fallait attendre le coup de fil chez le gardien du péage, qui nous attendait, qui nous disait où il fallait les récupérer. On partait à n'importe quelle heure. Et puis c'est vrai, des fois, ils disent qu'on partait, donc on les suivait d'office. Ah oui. Avec la voiture, on les suivait. On les suivait. Oui. Karine regardait et moi je conduisais. Non mais au début, on s'est... Faut pas les faire trop longtemps s'attendre, parce que, c'est un drame. C'est un perte du temps énorme. Il fallait recommencer et on revenait. Et il fallait vraiment les suivre, la trace. Quoi.
Voilà. Et les jours de semaine aussi, hein. Il n'y avait pas que le samedi et le dimanche. Hein. Il n'y avait pas de... Les jours de semaine, c'était pareil. Hein. Il n'y avait pas de limite. Au bout d'un moment, on en a marre quand même. Enfin, on en a marre. Voilà, oui. Le mot est peut-être un peu fort si vous voulez. Mais toujours là, être au Puy-de-Dôme. Oui, parce qu'on n'avait rien à faire. C'était toujours la même chose. Ah oui. C'était que la même chose. Mais alors, attention, enfin, pour toi, je ne sais pas. Si j'y allais pas, il me faisait du chantage. Il fallait absolument que je vienne, si je suis utile ou pas. C'était comme ça. Et sinon, c'était la grosse dispute jusqu'à je cède. Et c'est vrai, alors des fois, après, moi j'ai eu du ras-le-bol. Quelquefois, oui. Hein. Malgré tout ce qu'on a subi des fois, mais maintenant, je garde que les bons souvenirs. Bien sûr. De toute façon, c'était génial quand même parce qu'on voyait beaucoup de choses, surtout quand il y a des compétitions, on voyageait, je voyais beaucoup de villes, beaucoup de trucs de la France. Déjà pour moi c'était... Oui, on a fait tout... Moi qui adorais voyager, donc ça c'était plus intéressant que faire l'aller-retour du Puy-de-Dôme tous les jours, ça c'est clair. Aujourd'hui, y a toujours des récup en fait, mais c'est le premier qui a atterri qui va récupérer les autres. Donc c'est une sorte de petite punition entre guillemets. C'est vrai que la personne qui fait la récup fait des bornes, c'est clair. Et encore que Millau, ici, ça va, quoi, parce qu'il n'y a pas de vallée, il y a pas de... Mais c'est vrai que dans les Alpes, c'est complètement... C'est dément, parce que dès l'instant où on passe une vallée, la personne doit faire 100 bornes pour aller le récupérer. Mais voilà, mais la personne qui est en l'air et qui arrive à passer la vallée, pour elle, c'est magique, quoi. Se dire, j'ai réussi à passer une vallée pour aller dans une autre et essayer de continuer. Et ça, c'est... Quand vous volez, vous êtes obligé d'être imprégné dans la nature et vous sentez l'invisible. On apprend beaucoup, moi j'ai énormément appris à regarder, je sais pas moi, le matin il y a un grand ciel bleu, puis il y a un petit barbule, et ça c'est une information qui va vous servir l'après-midi alors que tout a disparu. Tous les pilotes évoluent dans un environnement naturel, changeant, exploitent les phénomènes de la nature, que ce soit le vent sur un relief, ou bien les ascendances thermiques. Chaque pilote, j'imagine, a une aspiration quelque part à voler comme les oiseaux. Donc c'est pour moi le vol libre une activité éminemment écologique et proche de l'environnement. Quand je vois les photos, moi je suis sidérée de voir le peu de matériel finalement pour arriver à voler, quoi. C'était vraiment, alors que nous on a quand même des ailes qui sont vraiment fabriquées qui sont vraiment très sécurisées, du matériel vraiment très confortable en l'air. Et plein d'appareils pour vous diriger. Parce aider en l'air, c'est vrai. Oui, il n'y avait pas tout ça pour les thermiques et tout ça. Nous, on a des variomètres en fait qui nous aident à trouver la pompe et à rester dedans et tout, alors qu'au début, il n'y avait vraiment rien. C'était vraiment ce qu'il sentait. Il y avait les oiseaux. Et les oiseaux, ouais. C'est vrai, parce que je sais que mon mari une fois disait c'était une compétition qu'il y avait au Puy-de-Dôme, c'est une buse qui l'a fait monter, parce qu'il a suivi son trajet et il est monté comme elle. Un Milan noir, tombé amoureux d'un deltiste. C'était extraordinaire. Et le deltiste avait décollé du 512, il évoluait et le Milan le suivait. Je regardais ce Milan, j'étais vraiment intéressé de ce qu'il fait. Et à chaque fois que le deltiste tournait, le Milan était derrière, il tournait. Ça a duré une demi-heure, plus d'une demi-heure comme ça. Et à chaque fois, il suivait, jusqu'à l'atterrissage. Moi, il y a des volatiles qui m'ont quand même fait peur. Et assez peur, et je ne suis pas le seul, et personne n'en parle. C'est les Mirage F1 de l'armée française. Au Puy-de-Dôme, ils passent en dessous du relief. Et quand vous en avez vu passer un, en principe, il y a la femelle qui suit derrière. Alors, on tourne la tête d'où il va venir celui-là. Et croyez-moi que là, c'est assez impressionnant, de par le bruit et éventuellement de par le déplacement d'air, si vous n'êtes pas trop loin d'où il est passé. Ceux-là m'ont fait peur. C'est les volatiles qui m'ont fait peur. Il reste des souvenirs merveilleux, des souvenirs de gens extraordinaires avec qui on a le sentiment d'être un peu des pionniers. Je me revois, lui. Tu es bien sûr de tes souvenirs, là ? Ouais, j'en suis sûr. Ouais. Non, je suis pas sûr que ça soit moi. Si. Écoute, j'en suis certain. Ah, vas-y. Peut-être que c'est la vieillerie qui te guette. Oui. Mais je me souviens de l'avoir fait décoller, il avait les deux bras dans le plâtre. Je dis, putain, t'es pas raisonnable. Et il a décollé. On comprenait parfaitement celui qui voulait voler dans n'importe quelle condition. Et on l'aidait même, on ne décourageait personne.
Non, il y avait une entraide aussi, une entraide formidable qui est toujours restée d'ailleurs dans ce milieu. On était dans un noyau de gens et on était pris par l'effet de groupe et c'était fabuleux. Et donc il y avait le rassemblement, il y avait des parachutistes, des parapentistes dans le début de l'aventure, des deltas, des ULM, les deltas se mettaient à l'ULM et des deltas se mettaient à la montgolfière. Et on a fait des trucs, on a mixé un petit peu tout ça. Et c'était des aventures extraordinaires. Là, on était un peu inconscient, même beaucoup, je pense. Ça, c'était de ma faute, l'inconscience. C'était ta faute. Oui. C'est toi qui m'entraînais là-dedans, c'est vrai. Et en Hollande, faire du delta en Hollande où il n'y a pas de montagne. L'histoire commence comme ça, en fait. On est contacté par le CDT, le comité départemental du tourisme, pour aller vendre l'Auvergne dans les Pays-Bas. Pourquoi pas, mais enfin, moi je leur dis, vous êtes trompés certainement. En fait, moi je fais du delta, et pour faire du delta, il faut des collines pour pouvoir faire des démonstrations. Éventuellement, on était tout à fait au début de l'association de l'aile delta et de l'ULM, c'est-à-dire l'aile delta est remorquée par un ULM, comme le planeur avec l'avion en fait. Je dis éventuellement, on pourrait faire ça. Puis d'un seul coup, une illumination. Je dis oui, mais on va répondre à votre demande. En fait, ce qu'on peut faire, on peut vous faire un spectacle merveilleux. On va accrocher une aile delta sous une montgolfière et on va vous faire une véritable démonstration. Donc, vendu. Allô Henri, allô Ben. Bon, il y a eu des refus et tout ça. Et il y a des gens, des amis comme Henri qui ont cru en fait, hein, malgré le côté expérimental. Donc, inexpérience totale en fait, hein. Totale, on ne sait pas où on allait. Henri avait des connaissances au niveau du planeur, il a trouvé un crochet de largage planeur qu'on a suspendu sous la nacelle et sous lequel on a accroché l'aile delta. Et sous l'aile, il y avait Dodo. Et là, à un moment donné, on s'élève avec l'ensemble et le crochet de largage est commandé depuis la nacelle. Donc pour commander le crochet de largage, je choisis un ami, Henri Bollard. Je me prépare avec beaucoup de stress quand même, je dois l'avouer. Et à un moment donné, quand le ballon est en descente, il atteint une certaine vitesse de 3 à 4 mètres secondes en descente. Et là, le delta va pouvoir se détacher. Donc je suis prêt à me détacher et je commande Henri de me larguer. Rien ne se passe parce que j'avais la ficelle à la main, je regardais l'aile qui était sous la nacelle. Et dans ma tête, j'ai dit ça c'est un suicide commandé, si ça se passe mal, c'est la cata. Donc je ne le largue pas. Voilà. Et puis on reprend un peu nos esprits, et quelques minutes après, peut-être même pas, quelques secondes après, il recommence, vas-y largue. Bon alors là, on ne discute plus, je tire sur la ficelle, et je vois le delta qui plonge. J'ai vu la semelle de ses chaussures face à moi, c'est pas compliqué, tellement il était à la verticale. Et puis après, ça s'est stabilisé, il est reparti, il s'est posé après, tranquillement. Et moi, dans le ballon, j'ai fait un grand ouf. Et je suppose que je n'étais pas le seul. On a dû changer de t-shirt tous les deux, pas au même moment, mais dans la même soirée. Puis après, bien sûr, le soir, on était les rois de la fête. Et c'est le début d'une histoire, ça, en fait. C'est le début d'une histoire qui est extraordinaire parce que... après, on a appris à évoluer. J'ai changé le crochet de largage, c'est-à-dire que c'est moi qui commandais. C'était une première, hein, voilà. Fallait passer par là en fait, c'était pas autrement. Il me dit, tiens, tu seras cet après-midi pour la visite de Haroun Tazieff, qui était à l'époque ministre des catastrophes naturelles et qui faisait une visite officielle ici quand même, parce qu'il y avait un FIC à chaque croisement quand même. Hein. Et je dis, oui, tiens, ça serait rigolo de l'emmener en biplace. Je dis ça comme ça. Et bref, on se retrouve au sommet. Je vois passer une ribambelle de personnalités, de chefs de cabinet, chefs de ceci, chefs responsables de cela et tout, qui me disaient que c'est pas possible, le timing et tout. Je dis, mais écoutez, si c'est possible, on ira même plus vite qu'en voiture. Et puis, je me souviens trop de cet épisode où Haroun Tazieff sort du bâtiment où il y a l'actuelle exposition du Temple du Mercure, et puis le représentant de l'association des Vieilles Pierres qui essaie de lui dire quelque chose, il voit un parapente passer par là, le père Haroun Tazieff qui file vers le décollage, et ils ont pris le chemin entre le décollage est et le décollage nord, qui est assez étroit. Tout le gratin suit derrière, Haroun Tazieff est devant, et moi je l'attends
avec mon Delta bien sûr préparé, et je lui propose, et bien sûr elle accepte, et puis le père Moutaziev qui enfile sa jambe comme ça, et je me relève, je vois 20 personnes, ils étaient pleins, ils étaient tous blancs, il paraît qu'ils risquaient tous leur carrière. Et lui, il faisait une petite opération de marketing, il voulait pas mettre le casque pour que les journalistes voient bien sa tronche et tout. Bref, on a décollé. Il avait 71 ans, je me rappelle. Et dans cette ambiance-là, j'ai fait une telle concentration pour poser propre malgré les conditions difficiles, et puis avec la pression des sirènes, des gyrophares et tout, que j'ai mis 48 heures à m'en remettre. Ça m'a lessivé pendant 48 heures, je me rappelle toujours. Le lendemain, on a eu l'article dans la montagne, et puis ça avait fait un beau petit pied de nez à ceux, à l'époque, qui nous considéraient un peu comme des voyous qui venaient de la mobilette. Une aventure, le livre ici, c'était une grande aventure même pour certains. Les pilotes qui viennent aujourd'hui doivent savoir d'où on vient, et d'où ils viennent du coup, pour peut-être envisager l'avenir. 40 ans, moi j'ai que 10 ans d'expérience. Je trouve que moi en tant que jeune, parce que je considère comme jeune deltiste, je trouve ça fabuleux de pouvoir voir les anciens, de savoir qu'ils sont encore là, d'avoir un peu leur vécu et de pouvoir partager ces moments où on est en l'air, de raconter nos exploits, nos vols, tous les déboires, toutes les joies, toute cette passion, quoi. C'est ça, c'est 40 ans de passion, et que ça soit avec des ailes en chiffon ou des ailes techniques actuellement. Je trouve ça fabuleux. Ça nous relie d'une manière extrêmement forte, cette passion. Et on est tout le temps à chercher à aller voler ici ou là ensemble, ce qui est pour moi extrêmement valorisant.
Ah ouais, si on parle de fraternité, elle est là. Alors là, complète. Vive le vol libre. Oui. Vive le vol libre, vive tous les hommes oiseaux. Ça aurait été la seule activité qui m'aurait accompagné toute ma vie, moi. Voilà. Mais on est toujours en l'air. Voilà, et toujours avec cette passion qui nous anime et qui nous motive. Je crois que ce qu'il faut dire du vol libre, c'est que c'est une grande famille. Que même ceux qui volent pas finalement sont toujours inclus dedans. Que ceux qui volent adorent discuter avec les anciens et que même ceux qui ont arrêté, ils sont toujours inclus dedans. Donc ouais, le vol libre c'est une famille et ouais c'est ça, c'est une famille.